C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bon, je pense qu'il faut y aller là. Ok, d'accord. On démarre. Je démarre. Donc, je suis Monza Baca, donc Key Account Manager chez SC France. Nous sommes réunis aujourd'hui en fait pour vous présenter avec Quentin et Béranger l'automation des processus de maintenance ferroviaire et comment relier les données BIM à un modèle SIG. Je vous propose pour cette session en fait de poser toutes vos questions sur le chatter et je reprendrai en fait et je fais le relais pour les faire connaître à Béranger et Quentin à la fin de session. Voilà, donc à vous Béranger et Quentin. Ok, nickel. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette session. Bonjour. Donc, comme ça vient de dire, la session portera sur l'automatisation des processus de maintenance ferroviaire et sur comment relier les données BIM à un modèle SIG. Donc, il y aura deux intervenants pendant cette présentation. Donc, moi-même, Béranger Marquez, donc je suis attaché 4 pour SNCF Réseau. J'ai été diplômé il y a 1 an dans une école d'ingénieur en apprentissage. Et ça fait 1 an que je suis intrapreneur au sein de la SNCF avec pour but de mener à bien le projet qu'on va vous présenter avec Quentin. Bonjour, Quentin Marquette, je suis un ancien employé d'Autodesk. Je suis à mon compte pour l'instant jusqu'au début de l'année prochaine. Et j'ai gardé un pool de clients, notamment SNCF Réseau. On va faire une petite présentation des SNCF Réseau pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'entreprise. Donc SNCF Réseau, c'est le principal gestionnaire du réseau ferré national français et l'entreprise est chargée entre autres de la maintenance et de l'entretien du réseau ferré, de la construction de nouvelles lignes ferroviaires, ainsi que de la gestion de la circulation de tous les trains empruntant le réseau ferré national. On vous a donné quelques chiffres, histoire que vous perceviez un petit peu l'échelle de l'entreprise. Donc SNCF Réseau, c'est 15 000 trains commerciaux et 250 000 tonnes de marchandises par jour, 5 millions de voyageurs toutes les 24 heures sur 30 000 km de ligne à peu près. Donc, pour ce qui est du projet, avant d'expliquer un peu pourquoi on est parti là-dedans, il faut savoir que donc, le Juvisy Hub Sector, c'est une modélisation de faisceau principal de voie, de 2 faisceaux auxiliaires, de quais, de marquises, un passage inférieur, de 2 bâtiments voyageurs, de 3 ouvrages d'art, ainsi qu'un bâtiment de maintenance. On a aussi eu l'occasion de faire quelques autres participations, notamment au Rail Summit. Bientôt, on va présenter l'Autodesk University 2020. Il y a un article qui a été réalisé sur le projet sur Civil Made in France et on a été lauréat infrastructure à la cérémonie BIM d'Or de 2020. Donc, les problématiques. En fait, pour faire assez simple, il y avait quelques petits problèmes à la SNCF. L'ensemble des données et des outils qui sont à disposition des mainteneurs et des techniciens, en fait, sont plus vraiment adaptés, leur sont plus vraiment adaptés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça résulte en une consultation et une organisation des chantiers qui est un peu fastidieuse. Les managers et les techniciens opérationnels de la voie ont une durée de poste de 3 ans en moyenne, et le temps pour s'adapter aux outils peut être très long. Et donc, tout simplement, le but, c'est de limiter le temps nécessaire à la consultation des données pour faciliter le suivi de la maintenance et l'organisation des chantiers. En fait, on a fait circuler un questionnaire au sein de l'ensemble du territoire aux techniciens et aux managers, et on s'est rendu compte de plusieurs soucis, notamment quant à l'appréhension de l'information. Mais le plus important, c'est ça. C'est qu'en fait, 25% de notre population met plus de 6 mois pour être à l'aise avec nos outils, et une autre tranche de 25% met plus d'1 an. Encore une fois, les managers et les techniciens, en moyenne, restent 3 ans sur un poste. Donc, c'est un gros problème. Donc, la question en fait, qui nous a vraiment drivé tout le long de ce projet, c'était comment centraliser au maximum les données sans perdre de lisibilité et d'information. Donc, indépendamment des technologies qui allaient être mises en place, la solution devait répondre à 4 critères. Donc, pour faire assez simple, le premier critère, c'est tout simplement d'avoir c'est qu'il y ait une maquette numérique qui recense en fait vraiment l'état du parcours et qu'on puisse visualiser un secteur à l'échelle et tel qu'il est dans la réalité. Le deuxième point important, c'est qu'il y ait un recensement exhaustif et lisible de l'ensemble des composants de la voie, quel type de rail, quel type de traverse, etc., qu'on ait la possibilité de voir l'ensemble des défauts, qui soient géocalisés, référencés par type, par gravité. Et le quatrième point, c'est la documentation, de trouver une manière plus intuitive d'utiliser les référentiels en passant par la maquette. Donc le plus simple, pour vous présenter brièvement la solution, c'est de vous faire voir la vidéo qu'on avait envoyée pour notre participation au BIM d'Or cette année.
prototype que nous avons mis en place est tout simplement une redéfinition de la manière qu'on a d'organiser et de suivre la maintenance au sein d'un secteur. L'idée derrière le workflow que nous mettons en place, c'est une meilleure digestion de l'ensemble des informations qui sont à disposition d'un mainteneur, et ce, in fine, afin de mener à une meilleure prise de décision. De cette meilleure prise de décision va forcément découler une meilleure qualité de notre réseau, et tout ça c'est possible uniquement grâce aux techniques liées au BIM et au SIG que nous mettons en place dans ce prototype. Donc, pour les phases de modélisation. Donc, le BIM, c'est un processus métier de génération de la donnée qui va nous servir pendant la conception, la construction de l'ouvrage, mais aussi sur l'ensemble du cycle de vie. Gérard Reillet avait fait une conférence intéressante, on vous a remis le lien à la fin de ce PowerPoint, on vous invite à le regarder. Vis-à-vis des logiciels utilisés, on a majoritairement utilisé la collection AOC d'Autodesk, notamment les produits Civil 3D, Dynamo pour Civil 3D, InfraWorks, Navisworks, Recap et un petit peu Inventor pour générer des points d'intérêt. Et Béranger vous en reparlera un petit peu plus tard. Béranger, tu peux passer, s'il te plaît. Donc là, vous avez une overview des produits essentiellement Autodesk. Donc le nuage de points Recap sur la gauche avec InfraWorks et sur la droite, la modélisation effectuée sur Civil 3D. Donc pour modéliser une infrastructure linéaire, on a deux approches. Une approche traditionnelle qui consiste à réaliser un axe en plan, c'est une géométrie horizontale, puis définir après le profil en long associé, c'est une géométrie verticale, et on va venir associer une batterie de profils en travers. Il faut savoir que pour la SNCF, on a des règles métiers particulières à respecter, notamment sur l'application des déserts ferroviaires. La deuxième phase, elle est un petit peu plus rapide, c'est ce qu'on a utilisé pour modéliser très rapidement les faisceaux auxiliaires à l'est et à l'ouest. Donc on utilise en fait une ligne caractéristique qui est une simple polyline 3D sur laquelle on vient en fait balayer un profil type. Cette polyline 3D, on l'a plaquée avant sur une surface TIM pour qu'elle devienne une polyline 3D. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines disparités à reprendre. Donc sur la gauche, vous voyez un éditeur tabulaire qui vous permet en fait de venir lisser la géométrie des voies. Donc on va plus vite, mais si la surface initiale est dégradée, on peut avoir des surprises. Donc, en ce qui concerne les bases de données, il faut savoir en fait qu'à la SNCF, chaque outil recense à peu près un seul type d'information, donc c'est ce qui explique la multiplicité d'outils et de bases de données. Donc les fichiers Excel que vous voyez sur votre droite, c'est des fichiers qui ont été exportés par le biais de robots, et ces robots en fait permettent aussi de traiter les informations afin de venir ensuite s'en servir dans Dynamo pour la suite de notre projet. Donc pour ce projet, il y a 6 bases de données qui ont été mises en place. Donc la première, c'est DefRay. DefRay, c'est ce qui recense les défauts de voie. Donc les défauts sont classifiés en fonction de leur géolocalisation, leur type, leur gravité. C'est ce genre d'informations qu'il y a dans cette base de données. La deuxième base de données, c'est GeoVoie. C'est sensiblement la même philosophie, sauf que c'est des défauts liés à la tenue de la voie, à la géométrie. Pareil, en fonction du type de défaut, de la gravité, de la géolocalisation. La troisième base de données, c'est lié aux appareils de dilatation. Donc c'est des appareils qui permettent de reprendre la dilatation soit du rail, soit d'ouvrages d'art. Et donc, c'est une base de données qui est tirée d'un bloc beaucoup plus imposant qui est déjà présent dans la SNCF. Ensuite, on a une base de données qui concerne les joints isolants collés, donc les GIC. Ça, c'est une base qui recense principalement où se situe chaque GIC sur l'ensemble du parcours. Notre cinquième base de données, c'est les appareils de voie. Donc, ça nous semblait important pour nous d'intégrer cette base de données, parce qu'au-delà de l'aspect important des appareils de voie et de la vigilance qu'il faut avoir, il y avait énormément d'informations qui étaient relatives aux appareils de voie. On avait 35 caractéristiques, et il fallait vérifier en fait que la multiplicité d'informations, elle venait pas gêner en fait la lisibilité du projet qu'on souhaitait mettre en place. Et la dernière base de données, qui est elle aussi tirée d'une base de données plus complexe, en fait, c'est lié à l'armement. Et donc, c'est ce qui recense le type de traverse, le type d'attache et les types de rails en tout point de notre secteur. Donc, pour faire assez simple, en fait, pour recenser ces objets et qu'ils soient visibles sur notre maquette 3D, on a mis en place une bibliothèque de données. Donc, pour ce qui est des DefRay, de GeoVoie et des AD, ce sont des objets qui ont été réalisés avec Autodesk Fusion 360. Concernant les GIC et les traverses bois, ils ont été réalisés avec Inventor Professional. Pour ce qui est des appareils de voie, l'objet vient conjointement en fait d'Inventor et d'Autodesk Civil 3D.
et les traverses béton sont eux des blocs références AutoCAD. Donc en fait, l'idée, c'est de venir récupérer l'ensemble de nos informations dans nos bases de données afin de venir les placer, les différents objets 3D sur notre maquette. Donc c'est Dynamo qui va permettre de réaliser cette tâche. Donc dans un premier temps, Dynamo va récupérer les informations dans nos fichiers Excel, puis convertir certaines informations en vue de la génération du modèle. Ça peut être des conversions de type changer les kilomètres en mètres ou des choses un peu plus complexes. Ensuite, Dynamo vient isoler les informations concernant une voie pour retranscrire les informations sur l'alignement de Civil 3D. Donc une fois en fait que Dynamo a interprété les données pour les retranscrire dans l'espace de Civil, il est question en fait de venir placer les points d'intérêt et d'y intégrer les données souhaitées dans un jeu de propriété personnalisé au sein de ces mêmes objets. Par exemple, ici, vous pouvez voir sur la droite l'ensemble des 35 caractéristiques qui sont récupérées depuis les bases de données concernant les appareils de voie. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est pour l'utilisateur de pouvoir voir l'ensemble de son secteur. Donc pour ça, ça va se faire par le biais de Naviswork. Alors on a choisi Naviswork parce que c'est quelque chose qui permet d'agréger les différentes sources de données et surtout c'est quelque chose qui permet de consulter les informations. Comme vous voyez, sur l'image de droite, il y a un petit onglet qui nous permet de voir l'ensemble des caractéristiques de nos objets. L'autre point qui était important, c'était de pouvoir affecter des liens. Donc les liens hypertextes pour pouvoir accéder à nos applications métiers ou à nos documentations, ou aussi de pouvoir exporter les maquettes à chaque instant pour un souci d'archivage. Pour la connexion AnsiG, on a essayé d'établir un lien, un pont entre Civil 3D vers ArcGIS-Pro. Il faut savoir que les deux logiciels ne fonctionnent pas de la même manière. Civil 3D a à sa disposition une multitude d'entités géométriques. Au-delà des traditionnels points, lignes et polygones, on a des hachures, on a des splines, on a des solides 3D. Et ça, en fait, ArcGIS-Pro ne sait pas le retransfert. Donc, ArcGIS-Pro, pour le SIG 3D, gère les classes d'entités multipatch. Et c'est ce vers quoi on a essayé de tendre. Il faut savoir que depuis la signature du partenariat entre Autodesk et Esri, il existe un connecteur de Civil 3D vers l'écosystème Esri, mais ce dernier en fait ne prend pas en compte la possibilité d'exporter directement une infrastructure linéaire. Et à l'époque, ArcGIS Pro 2.6, qui est sorti fin juillet, n'était pas encore disponible. On verra qu'il apporte des nouveautés importantes dans les slides qui suivent. Donc en fait, on a utilisé un ETL spatial. Donc un ETL, c'est un outil de géotraitement qui permet de transformer des données et de jouer entre différents formats de fichiers. On a retenu la solution de l'éditeur Safe Software, qui est un éditeur canadien qui met à disposition en fait l'outil, enfin la suite FME Desktop, et c'est un outil de programmation visuelle, donc ça ne nous a pas trop changé par rapport à Dynamo. Et surtout, c'est un outil qui nous a permis en fait de conserver nos DW entrants, de les retranscrire dans des géodatabases. Les géodatabases ayant une multitude de feature classes, on a conservé la géométrie et surtout les jeux de propriété personnalisés. C'est ça qui nous intéressait. Donc, un très vite peu d'overview sur la suite FME Desktop. Donc, elle est composée de plusieurs produits, donc FME Workbench. Certains d'entre vous le connaissent peut-être sous le nom Data Interoperability for ArcGIS. Nous, on l'a utilisé directement puisqu'on n'avait pas cette option dans notre abonnement Free. Data Inspector, c'est un visualiseur qui permet en fait de voir votre maquette directement dans FME. Puis Translator, ceux qui utilisent InfraWorks pour importer du CTA GML connaissent déjà cette brique, ce qui permet de le ramener dans un écosystème Autodesk. FME.exe, c'est un moteur sur ligne de commande en seconde et par service. Et FME Server, il faut savoir que Safe Software met à disposition des services online pour des traitements en batch, mais pour l'instant, on n'en est pas terminé. Ça vient. Donc, ce que vous voyez à l'écran, peut-être en petit, sur la gauche, on voit tous nos calques AutoCAD entrants. Sur la droite, en fait, c'est toutes les feature classes qu'on va exporter dans une seule et même géodatabase. Donc, ce qu'il y a au centre, c'est un transformer. En l'occurrence, il n'y en a qu'un. Celui-là, c'est celui qui permet de conserver la géométrie. Mais dans notre script, en fait, on a utilisé d'autres transformers complémentaires pour justement, en plus de la géométrie, savoir retranscrire la donnée des properties. Ça, c'est quelque chose de très très important, c'est la corrélation entre l'entrant, donc les calques BIM, utilisés par Civil 3D qui sont les calques AutoCAD, et ce que vous allez avoir vers des calques SIG en sortie. C'est-à-dire que par exemple, quand on a implémenté avec Dynamo l'ensemble des traverses, on a mis des traverses bois et des traverses béton. Quand on est arrivé dans ArcGIS-Pro et qu'on a voulu styliser, par exemple, appliquer du béton sur les traverses béton, on s'est retrouvé avec du matériau béton aussi appliqué sur les traverses bois. Donc, il faut savoir que les géomaticiens, par leur formation et de par leur histoire, sont très carrés. C'est
n'est pas forcément le cas des gens qui font du BIM ou de la CAO. Donc, il y a vraiment une vraie notion en amont de tri et de classification à effectuer avant d'utiliser un ETL. C'est très, très important. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le rendu de la maquette civile 3D qui est totalement retranscrit dans ArcGIS Pro, et surtout, on a su, dans des tables attributaires, retranscrire l'information. C'est vraiment ça qui nous intéressait pour pouvoir aller plus loin sur les potentialités et ce qu'on allait pouvoir faire sur site pour la maintenance. Alors, après, on a voulu passer sur ArcGIS Online. Donc, pourquoi on a fait le choix d'ArcGIS Online? Il faut savoir qu'il existe une application mobile d'InfraWorks, mais cette application était limitée à des tablettes Apple. Et en l'occurrence, la SNCF est plutôt orientée Android. Et dans un deuxième point, il faut savoir que la plateforme collaborative BIM 360 n'est pas la plateforme officielle retenue par la SNCF. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ArcGIS Online. Donc, on n'envoie pas directement le projet ArcGIS Pro dans le cloud. Il faut faut travailler avant sur des opérations de géotraitement, et tout simplement parce que ArcGIS Online utilise une technologie WebGL, et donc on va transformer en fait nos objets en 6 layers package. Donc, nous, on avait seulement 2 catégories d'objets, les point clouds de base et nos solides 3D issus des corridors civils 3D, donc ils sont connus en 3D Object. On a converti ça avec les fonctions de géotraitement qui allaient bien. On est venu pousser les SLPK dans ArcGIS Online et recréer la scène directement depuis la plateforme. Il y a une remarque importante, c'est que notre géométrie réalisée avec des outils BIM est plus complexe et surtout plus lourde d'un point de vue taille de fichier que les traditionnelles entités géométriques utilisées par les géomaticiens. Donc, il faut savoir que quand vous êtes avec une simple connexion 3G ou 4G, charger l'intégralité d'une maquette comme Juvisy, même si elle est limitée sur 1 km de linéaire avec plusieurs voies, ça prend du temps, et on a remarqué la nécessité d'utiliser, de savoir et pouvoir utiliser un mode offline. En ce qui concerne donc le workflow général, je ne vais pas nécessairement m'attarder sur chaque étape, étant donné qu'on est un petit peu limité en termes de temps. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran de ce BPMN. Et si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers le lien de l'article qu'a réalisé Vincent Fredon pour le site Civil Made in France. Le lien sera aussi à la fin de cette présentation. Donc, au niveau des nouveautés d'ArcGIS Pro 2.6, le logiciel maintenant, c'est nativement maintenant lire les DWG. Dérangé. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la retranscription telle quelle de la géométrie. Donc, on sait interpréter des couleurs Civil 3D natives. D'autres ne fonctionnent pas. Donc, au niveau de la data, on sait interpréter un petit peu de données AutoCAD, mais nos properties Civil 3D ne sont pas reconnus. Donc, on ne pourra pas totalement bannir l'utilisation d'un ETL. Prochaine slide, s'il te plaît, Béranger. Donc, l'insertion des DWG a bien fonctionné pour les maps 2D. Ça a bien fonctionné pour les scènes locales, malheureusement pour les global scènes, donc, qui utilisent le système de projection WGS 84, aussi appelé LL84 dans l'écosystème Autodesk. On a encore des soucis, on n'a pas su faire apparaître notre contenu, et on est toujours en cours d'investigation avec les équipes de Free France sur ce point. Alors, pour les investigations futures, le but, c'est de très rapidement intégrer les autres corps de métier, la traction électrique, l'énergie, c'est-à-dire la caténaire, la signalisation ferroviaire, les télécommunications, la géotechnique, les abords et environnement. L'idée, c'est aussi de pousser un peu le concept plus loin et effectivement créer une plateforme interne de supervision et d'hypervision. Donc, pour ça, on peut s'inspirer de ce qui a été réalisé avec le site dashboard de Gaëtan-Lavenu. Quelques exemples de flux qui pourraient être intégrés, donc les trafics routiers avec les API de Waze, les flux de télésurveillance de nos équipes de sécurité, ainsi que les portiques de sécurité ou les panneaux d'information, ou tout autre de flux tels que les flux culturels ou les flux de publication sur les réseaux sociaux. Alors, pour les investigations futures sur les applications mobiles d'Esri, on est intéressé pour essayer Surveille 1, 2, 3. La SNCF utilise beaucoup les formulaires Kiséo, mais on aimerait voir l'interaction possible entre notre projet ArcGIS Pro et ce qu'on pourrait faire sur site avec Surveille 1, 2, 3. Et aussi Tracker for ArcGIS pour tout simplement suivre les itinéraires des agents sur site et pourquoi pas récupérer à l'aide de Cheftal donc ces itinéraires, retravailler sur Civil 3D, par exemple, recréer des corridors de tracés de véhicules, faire les crash detection dans Navisworks. On a des idées dans ce sens en tout cas.
ArcGIS Pro dispose en fait de fonctions de visualisation qui sont assez avancées. Le seul petit bémol qu'on a pour l'instant, c'est que le point de vue est statique. On aimerait bien voir, avec un développement complémentaire, s'il serait possible d'adapter le système en sorte de simulation le long d'un matériel roulant et voir si le conducteur dans la cabine pourrait voir les signaux de signalisation, par exemple les feux qui lui diraient de s'arrêter ou pas. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. Ouais. Pour les investigations futures, on s'est rendu compte que pour implémenter ça à l'échelle nationale, puisque sur le réseau ferroviaire, c'est 33 000 km de voies, il faudrait mettre en place le système ArcGIS Enterprise et GeoEvent Server. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est toujours en train de réaliser des tests complémentaires. Pour nous, un mode hors connexion, c'est fondamental. Il faut savoir aussi que la SNCF est très attentive à un mode on-premise, c'est-à-dire que les données doivent être hébergées localement dans des serveurs qui appartiennent en fait à la SNCF et pas sur des clouds. Donc cette problématique en fait va dicter de ce qui va se passer vis-à-vis de l'implémentation de la solution à terme. Donc voici quelques liens complémentaires si vous voulez d'autres informations. Donc il y a des liens vers des choses qu'on a déjà citées pendant cette présentation et aussi des liens qui permettent de rentrer un peu plus dans le détail de la solution qu'on vous a présentée, avec notamment l'article de Civil Made in France dont je vous ai parlé pour le workflow général. Je vous invite aussi à aller voir notre présentation à Autodesk University pour l'édition digitale de 2020. Et je vous renvoie aussi vers la présentation d'un collègue, Jean-François Villette, qui fait une présentation orientée vers le BIM caténaire. Et cette présentation-là sera en français. Je vous laisse faire des captures d'écran de nos contacts si vous souhaitez prendre contact avec nous après la présentation. Et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Béranger, merci Quentin. Je vous propose, si vous avez des questions, de poser des questions à Béranger et Quentin qui répondront à vos questions. J'ai déjà une question de la part de M. Richard Rakoto-Ganga. Est-ce que vos modélisations sont en lien avec le récent partenariat entre Gare et Connexion et Dalca, BIMGEM, de modélisation des gares? Non, du tout. Enfin, c'est une initiative qui vient des secteurs de maintenance et donc c'est quelque chose qui a été totalement indépendant et qui vient vraiment des équipes terrain. Donc c'est lié pour l'instant à aucune autre initiative qui a pu être réalisée par le passé. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Ok. Bon. On attend un tout petit peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Bon, visiblement, c'était très clair. Si j'ai eu quelques retours en fait concernant le son, donc je ferai un retour en fait pour investiguer en fait sur ce petit souci. Alors je ne sais pas si ça vient vraiment de la plateforme ou des speakers. Donc voilà, je vais envoyer un mail pour vérifier et puis diagnostiquer le problème. Bon. J'ai peut-être quelque chose. Non, ça va. Bon, je pense que... Il y a une question. Bonjour, pour la simulation, avez-vous envisagé d'utiliser les passerelles vers le moteur Unreal Engine ou City Engine? Concernant Unreal, il y aura peut-être quelque chose l'année prochaine. Concernant City Engine, non, pour l'instant, on n'est pas encore là. Pour ce qui est de l'intégration avec le SIG de la SNCF et le lien vers les référentiels, faut voir de quelle manière est réalisé le SIG avec la SNCF, mais l'idée, oui, si on peut se rattacher à tout ce qui est fait à un niveau macro sur l'ensemble du territoire, évidemment. Et le lien avec les référentiels, ça se fait principalement par l'intégration des liens hypertextes pour l'instant dans les modèles 3D qui sont visibles dans Navisworks. À un moment, j'expliquais que c'était l'un des points qui étaient intéressants parce que ça nous permettait justement de mettre des liens pour avoir accès à notre plateforme où il y a notre documentation ou de faire notre propre jeu de documentation et aussi de réatterrir directement vers nos applications métiers. Donc c'est totalement l'idée.
Ok. Le SIG de la... Le SIG de la SNCF est-il connecté à une GMAO? Pour l'instant, enfin, pas nécessaire. Si, chaque application a une base de données sur laquelle on va faire des extractions. Donc, c'est pas réellement c'est pas, pour l'instant, c'est pas réellement quelque chose qui est totalement de la GMAO, mais on s'y rapproche et il y a encore pas mal de choses qui va évoluer sur le suivi de la maintenance, justement pour tendre vers la GMAO. Donc, il va falloir voir les avancées de ce côté-là pour voir comment on peut lier le SIG justement à toutes les méthodes qui vont être mises en place. D'autant plus, connaissant le contexte de la SNCF, c'était un projet en fait qui devait être lancé il y a 2 ans et ça restait en stand-by en fait pour effectuer une GMAO en fait et une base de GMAO unique. Mmh. C'est encore dans les tuyaux. Voilà. C'est bientôt sur la fin. Ça va venir. Bon. Bon, voilà. Il n'y aura pas de questions. Bon, en tout cas, merci à vous tous et à toutes de votre participation pour cette session. Merci à Béranger, merci à Quentin aussi pour votre présentation. C'est très intéressant. Voilà, donc je vous invite également à participer à d'autres sessions dans différents domaines, notamment dans le secteur du transport, hein, via le SIG 2020. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. C'est le dernier, normalement, qui ferme le salon. Je te laisse faire. Ok. Écoute, terminer le live. Terminé. Allô. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je viens de voir la question concernant garantir que les métadonnées sont transférées d'une application à une autre. En fait, les données restent sur les applications métiers. Donc, nous, en fait, à chaque fois, on vient réaliser des extractions à un instant T, mais de manière très fréquente. Donc, les données viennent toujours des applications métiers. Et c'est ces extractions-là que Dynamo va venir récupérer pour intégrer ça dans les différents modèles. Donc les modèles viennent toujours directement des applications. C'est comme ça qu'on est sûr que c'est une information qui soit la plus fraîche possible et qui soit toujours en réalité avec les bases de données. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Au revoir.